Bonjour, Monsieur Jackie Remarque, vous êtes recteur de l'Université Quisqueya, Tahiti. Merci d'avoir accepté notre interview. D'abord, pouvez-vous nous présenter brièvement la situation à Port-au-Prince? Est-ce que la situation a commencé à s'apaiser après l'annonce de démission du Premier ministre Ariel Henry? Et aujourd'hui, tout a l'air calme. Enfin, depuis quand même 3, 4 jours, tout a l'air calme. Et ce n'est qu'un calme apparent et précaire, parce que ce calme n'est pas le résultat d'une action des forces de sécurité d'Haïti. C'est simplement que les gangs armés ont fait une pause. Ils ont décidé de surseoir, n'est-ce pas, aux attaques contre les établissements publics, contre les banques. Et donc, ils sont en mode pause. Mais à n'importe quel moment, et la situation peut redevenir chaotique. Et donc, nous sommes vraiment dans un calme précaire. Dans le fonctionnement de la société en général, les problèmes, depuis quelque temps, n'ont fait qu'empirer. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, de banques, de centres commerciaux, et même des commissariats de police et des hôpitaux, figurez-vous, des hôpitaux ont été saccagés, pillés, incendiés. Les écoles restent fermées. Il m'arrive souvent de comparer la situation que nous vivons ici à celle de Gaza. Pour beaucoup de populations, et pour une grande partie de la population, nous sommes dans une situation de Gaza, à la différence que c'est nous-mêmes les propres auteurs de nos malheurs. Et ce n'est pas l'étranger, ce n'est pas un voisin. Et au niveau de l'économie du pays, c'est encore la déroute complète. Et il y a un secteur qui a toujours, c'est pas un secteur d'une grande vitalité pour l'économie en termes de valeur ajoutée, ce qui est la sous-traitance, qui est quand même le poste d'exportation le plus important dans l'économie haïtienne. 90% des exportations du pays proviennent, n'est-ce pas, du travail de cette partie-là de l'économie. Et c'est en général 60 000 emplois. Eh bien, les emplois ont chuté de 50%. Plusieurs entreprises ont dû fermer, faute de pouvoir opérer dans les conditions de sécurité et d'environnement. Simultanément, le port de Port-au-Prince, et par lequel transitent 80% des biens échangés avec l'extérieur. Et c'est aussi plus de 80% des, des revenus de l'État se trouvent assiégés et attaqués presque quotidiennement par des gangs. Et pour l'instant, la police semble pouvoir tenir, mais de temps en temps, il y a des brèches et ça met en cause la fluidité, n'est-ce pas, du trafic de marchandises. Bientôt, on va vers des pénuries sévères sur tous les aspects des commodités pour la vie. Donc, nous sommes dans une situation fragile et c'est peut-être après la crise qu'on verra l'importance des dégâts qui ont été faits parce qu'on ne se rend peut-être pas compte de la quantité de petites entreprises du secteur informel qui ont disparu de la circulation. On ne se rend pas compte de la quantité de familles de la classe moyenne qui, subitement d'un jour à l'autre, ont basculé dans la pauvreté. De professionnels, des avocats, des ingénieurs qui sont sans travail depuis 5 ans et qui sont carrément aussi, qui ont basculé dans la pauvreté. Donc, c'est cette situation particulière qu'on vit. C'est pas seulement la violence physique, mais il y a une violence institutionnelle quotidienne à cause des conditions de vie des Haïtiens aujourd'hui. Et justement, dans votre établissement, l'université, qu'est-ce qu'il y a? Est-elle fermée ces derniers jours? Et comment les cours ont été organisés? Est-ce que les cours sont désormais en ligne? Vous savez, Madame Degg, nous sommes peut-être la seule université qui n'a jamais fermé ses portes malgré toutes les difficultés, tous les troubles qu'on a connus pendant ces dernières années. On a résisté face au Covid, on a résisté dans ce qu'on appelle la période de pays log. On a toujours, c'est toujours arrangé pour garder nos portes ouvertes et accueillir nos étudiants, nos professeurs. Mais je dois dire que depuis la fin de février, n'est-ce pas, avec la montée en puissance des gangs, et nous avons dû fermer nos portes. Enfin, les étudiants ne viennent plus. Nous gardons nos portes ouvertes. Les étudiants ne viennent plus. Quelques rares étudiants viennent sur le campus. Quelques rares employés viennent sur le campus. Et comme on l'avait fait depuis le début des périodes de la période d'instabilité, nous avons balancé une grande partie de nos cours en ligne. Aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de tenir bon. OK? Pour certaines facultés, c'est 80% des cours qui sont en ligne. Et pour d'autres, c'est 40-50%.
ça nous permet quand même d'avoir un lien avec les étudiants, de garder actif notre agenda académique. Et je peux dire que nous sommes peut-être la seule université du pays à être à jour sur son calendrier académique. D'autres institutions sont en retard d'une session, de 2 à 3 sessions. Nous sommes à jour, peut-être avec un décalage de 2 semaines, 3 semaines maximum, mais grosso modo, nous sommes à jour sur le calendrier. La difficulté à laquelle on fait face, c'est plutôt pour les usagers, je parle des étudiants, mais aussi des professeurs, en termes d'accès à l'Internet, qui est très instable. Et surtout, figurez-vous, ce n'est pas seulement l'Internet, mais aussi c'est l'électricité. Il y a des quartiers dans lesquels les habitants n'ont jamais vu d'électricité pendant plus de 3 mois, où les étudiants et les professeurs aussi doivent faire des kilomètres pour aller charger leur téléphone ou leur ordinateur chez un voisin ou un ami. Donc, c'est ça la difficulté aujourd'hui. Et en fait, la situation ou bien l'insécurité reste en fait dans l'actualité depuis des années dans votre pays, malheureusement. Et cela doit avoir un impact négatif sur cette génération, cette jeunesse haïtienne. Quelle est votre observation, monsieur le recteur? Nous, dans notre secteur universitaire, disons que nous accueillons grosso modo environ 150 000 étudiants haïtiens et qui aujourd'hui, la plupart d'entre eux doivent rester chez eux ou bien retourner dans leur province d'origine. Et avec cette frustration et de voir se défiler les années sans pouvoir avoir la chance de progresser dans leur carrière académique. C'est un grand élément de frustration. Mais c'est aussi le désarroi qui s'empare de la jeunesse, qui ne voit aucune perspective d'avenir, qui voit un horizon très sombre et qui perd confiance dans son pays. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous ouvrez la porte de sortie, je ne sais pas combien de jeunes haïtiens vont accepter de rester en Haïti. Je fais souvent des sondages à l'université des groupes d'étudiants. En général, ils sont 99% à dire vouloir partir à l'étranger si l'opportunité se présente. Donc, il y a donc un désarroi qui s'empare de la jeunesse. Moi, en général, j'ai l'habitude de me plaindre de ce que j'appelle la condition étudiante en Haïti. Et un jeune qui étudie en Haïti fait face à des conditions difficiles pour fonctionner. Et simplement, à cause des choses de base. Par exemple, se loger, simplement. Pouvoir se loger dans un appartement décent, à prix raisonnable, ça n'existe pas. On les voit souvent tassés dans des quartiers bidonvillisés avec des conditions matérielles et de salubrité questionnables. Se transporter. Hein? Aujourd'hui, il n'y a pas de transport public au sens propre du terme. Ils se transportent en moto et ça coûte 10 fois plus que ce que ça devrait coûter un transport pour un étudiant. Un restaurant universitaire, pouvoir se nourrir et de manière décente et à des conditions économiques accessibles, ça n'existe pas. Avoir accès à l'Internet, avoir accès à une bibliothèque, c'est tout ça, à mon avis, qui hante ce que j'appelle la vie de l'étudiant et qui fait que sa condition est une condition difficile par rapport à n'importe quel autre étudiant dans n'importe quel pays. Et maintenant, ajouter à la condition étudiante, qui est déjà un défi important, il y a ce que j'appelle la condition de pays et vous êtes à l'école, vous êtes chez vous, et vous n'êtes pas en sécurité. C'est les bruits des balles, c'est à chaque moment une panique, il faut toujours courir, s'abriter, etc. Donc, il y a un sentiment d'insécurité permanente et qui agrandit le stress émotionnel. Vous ne pouvez pas imaginer, Madame Deng, la quantité de jeunes qui viennent nous solliciter pour des supports psychologiques. On a dû engager quelqu'un presque à plein temps, n'est-ce pas, pour prendre soin des étudiants qui sont souvent au bord de la crise et même parfois des tentatives de suicide. Donc, c'est cette situation particulière et malheureusement, nous sommes dans un contexte où il n'y a aucune structure qui assume cette dimension de penser à la jeunesse et de mettre en place les dispositifs de soutien dont la jeunesse a besoin. Il n'y a pas de politique jeunesse, il n'y a pas de programmes nationaux pour la jeunesse, il n'y a pas d'entité spécialisée à s'occuper de leurs problèmes, que ce soit d'éducation, d'insertion professionnelle, de formation, d'épanouissement, de loisirs. Non, c'est une jeunesse laissée pour compte. Et maintenant, c'est toute la société qui, en quelque sorte, se ligue contre cette jeunesse et qui lui enlève toute perspective d'avenir, tout horizon, toute raison d'avoir espoir. C'est ça que je vois devant moi et qui est un élément déroutant pour un éducateur. Votre école a été fondée en 1988.
Et quel est le moment le plus propice, disons, pour l'enseignement chez vous et quelle est la promotion où vous avez accueilli le maximum d'étudiants? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile, madame, et qui est peut-être plus difficile que celle qu'on a connue après le tremblement de terre. Et l'université était dans la zone chaude, à côté du village de Dieu. Là, il y avait les gangs, c'était une concentration des gangs avec des kidnappings, des tirs tous les jours. On n'est pas venu à se déplacer et à construire un très beau campus sur une très belle colline. Et, et c'est peut-être le premier campus pensé comme tel, avec toutes les normes, etc. Mais en 35 secondes, on a tout perdu. Il n'est plus rien resté. On a dû recommencer à moins que zéro. Mais figurez-vous, eh bien, il y avait de l'espoir. Les gens souffraient beaucoup. Mais il y avait un horizon, il y avait une mobilisation nationale et internationale en vue de la reconstruction, etc. Ça ne s'est pas passé comme prévu, mais il y avait cet élan de solidarité nationale et internationale qui pouvait vous donner une perspective. Aujourd'hui, on n'a pas cette perspective. Nous avons perdu aujourd'hui les 2 tiers de nos effectifs étudiants. Et beaucoup d'entre eux sont partis à l'étranger, mais un grand nombre sont restés chez eux parce que les parents ne veulent pas qu'ils assument le risque de circuler dans la vie. Dans le trajet même de la maison à l'université, c'est déjà un moment de péril important. Et beaucoup aussi sont retournés dans leur province d'origine. L'économiste haïtien Camille Chalmers m'avait dit en février dans une interview comme celle-ci que plus de 168 000 Haïtiens ont démigré vers les États-Unis l'année dernière, c'est-à-dire en 2023, ce qui a créé une hémorragie dramatique de talents et de main-d'œuvre. Et dans votre établissement, votre université, est-ce que vous avez eu des démissions ou bien des départs des enseignants, des professionnels? Okay, je n'ai pas le chiffre exact sur le nombre d'Haïtiens qui ont immigré aux États-Unis, mais je sais qu'en janvier, fin janvier, il était près de 138 000 Haïtiens et avaient immigré vers les États-Unis dans le programme de Humanitarian Power de Biden. Okay? Et Haïti était le premier pays à donner cette quantité d'émigrés avant le Venezuela, avant Cuba et devant le Nicaragua. Un chiffre comme 168 000, ça ne m'étonne pas. Et quand on combine les autres causes de déplacement en dehors du programme humanitaire, il y a aussi le Canada. Moi, dans mon université, il ne se passe pas un mois sans que je ne sois averti de tel professeur, de tel cadre, et qui a été approuvé par le Canada dans le programme spécial, n'est-ce pas, pour les jeunes et scientifiques et techniciens francophones. Nous prenons beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'informaticiens. Et globalement, on a perdu chez nous 40% de notre personnel enseignant qui sont partis à l'étranger. À la fois, et travers le programme d'incitation mis en place par le Canada qu'à travers le programme Biden. Mais jusqu'à maintenant, on arrive à tenir une bonne partie d'entre eux. 60% de ceux qui sont partis sont encore sur notre staff et à faire des cours en ligne. On s'arrange pour garder un lien avec eux jusqu'à ce qu'on arrive à assurer le renouvellement de manière progressive. Okay? Alors, ça me fait réfléchir à la chose suivante, Madame Deng. Nous sommes un petit pays très pauvre. Nous mettons jusqu'à 20, 22 ans à former un jeune jusqu'au master, jusqu'au doctorat. Et c'est un effort qui est financé par la communauté, par le pays aussi, par les parents en grande partie. Et puis qu'est-ce qu'on constate? Après 23 ans d'investissement, ces jeunes vont partir augmenter la valeur ajoutée de grands pays comme le Canada et les États-Unis. Donc, autrement dit, nous dépouillons de nos ressources les plus importantes, c'est notre capital humain. Et c'est ce qui fait de nous, paradoxalement, Haïti est un bailleur de fonds. Parce que nous allons enrichir les États-Unis, nous allons accroître leur valeur ajoutée et en mettant à leur disposition des gens qu'on a formés nous-mêmes, sans eux, avec nos propres ressources. Donc, paradoxalement, un pays pauvre comme nous se trouve en situation d'être un bailleur de fonds pour de grandes nations comme les États-Unis et le Canada. Et donc, d'après vous, quelles sont les conditions pour sortir Haïti de cette crise qui apparemment n'est pas seulement sécuritaire, c'est une crise chronique?
depuis plusieurs générations. C'est vrai, et on ne peut pas ignorer la conjoncture actuelle parce qu'elle est à son paroxysme. Nous vivons des conditions aujourd'hui qui sont inacceptables pour n'importe quel être humain. Il faut sortir de la conjoncture. Mais aussi, on a une crise structurelle. C'est la responsabilité première des Haïtiens. Il ne faut pas toujours mettre sur le dos des autres ce qui nous arrive comme malheur, parce que nous avons quand même une culture d'instabilité politique très grande depuis la fondation de la nation haïtienne. Okay? Et il faut un sursaut dans le mode de gouvernance du pays. Il faut une prise de conscience et, qui nous permette de, de mettre en avant l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel. Mais ce qui nous dérange, c'est que le plus souvent, chaque fois que l'étranger manifeste le désir de nous aider, eh bien, on fait marche arrière. La situation est plus mal qu'avant. Allons prendre le cas de Ariel Henry. Ariel Henry a été Premier ministre, non pas par le choix des Haïtiens. Après la mort de Jovenel Moïse, il n'avait pas les conditions réunies pour exercer le poste de Premier ministre. C'est vrai qu'on était dans une sorte de vide juridique et légal qui fait qu'il n'y a aucune provision constitutionnelle qui autorisait à mettre Ariel Henry ou un autre. C'était une situation d'impasse. Alors, n'est-ce pas le moment idéal pour une vraie négociation politique avec les acteurs qui sont sur la scène, les partis politiques, et ceux qui essaient du Parlement, pour une discussion, pour trouver une formule, un arrangement négocié, compatible avec l'intérêt public. Or, Ariel Henry a été installé par un tweet. C'est un tweet. Alors voilà comment nous sommes entrés dans ce que j'appelle une gouvernance par la tweetocratie. Et maintenant, ils viennent démissionner à travers un message sur YouTube. Donc voici comment Haïti est piloté en quelque sorte de l'extérieur par des manipulations. Alors, on dit souvent que cette crise haïtienne, elle doit être résolue par les Haïtiens eux-mêmes. J'entends souvent le mot Haitian-led solution, solution par les Haïtiens. Mais pendant qu'on le dit, il y a une hypocrisie derrière. Parce qu'Ariel a passé 3 ans à ruiner le pays, à nous laisser livrer aux gangs, à appauvrir les familles, à accepter la montée massive de l'insécurité, mais il n'a été soutenu que par la communauté internationale. Et maintenant qu'il est lâché par cette même communauté, on est en train de construire un conseil de transition à 7 membres plus 2, donc 2 membres observateurs. C'est la communauté internationale qui choisit avec qui discuter. C'est elle qui invite ce qu'elle appelle les stakeholders. C'est elle qui fait l'agenda, qui conduit la discussion et qui vous met devant le fait accompli d'un conseil de transition de 7 membres. Alors on s'interroge, dans un conseil présidentiel, pour exercer une fonction, qui est la fonction présidentielle, vous allez faire appel à 7 personnes venant de 7 secteurs différents. 7 secteurs qui, pendant des années, n'ont fait que s'empoigner, que s'entre-déchirer, avec une vérocité, une férocité, une voracité, une férocité telle que, aujourd'hui, on est en droit de se demander, est-ce que ces gens, subitement, vont pouvoir faire le sursaut patriotique nécessaire pour gouverner ensemble dans l'intérêt public? Est-ce qu'on ne livre pas l'État entre les mains de ces 7 forces politiques qui vont se battre, chacun de son côté, pour avoir les ressources de l'État, pour organiser la campagne électorale pour son parti? Donc, c'est une formule qui est dangereuse. Et encore une fois, imposée par la communauté nationale sous la forme d'un choix fait par les Haïtiens. Non, on n'a pas choisi ça. Donc, je crois que vous avez un modèle démocratique imposé par la communauté internationale, mais qui ne s'adapte pas à la réalité de votre pays. L'autre problème aussi, c'est que ils sont en train de discuter avec ce qu'on appelle les stakeholders, les parties prenantes. Qui sont les parties prenantes? Aujourd'hui, on réunit des associations qui n'ont même pas pignon sur rue, qui n'ont même pas un bureau, mais qui ont un nom, qui font du bruit dans la presse. Il y a des partis politiques qui ne peuvent pas rassembler une quinzaine de personnes, qui n'existent que dans les communiqués, dans les prises de parole de son représentant, de son président, de son porte-parole. Il n'y a pas vraiment de vitalité associative, démocratique réelle. Ce qui fait que tous ces représentants, tous ces stakeholders, en fait, ne représentent pas Haïti, ne représentent pas le peuple, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Et voici comment 12 millions d'Haïtiens sont livrés à une superstructure
de partis, d'organisations qui sont déconnectées du reste de la population et qui n'ont appris à vivre que pour elles-mêmes et qui ne représentent qu'elles-mêmes. Or, ce sont ces entités-là qu'on prend comme contrepartie et on croit qu'on est en train de construire une démocratie. Non, c'est fragile tout ça. Voilà pourquoi tout ce qui se met en place aujourd'hui crée pour nous, dans le monde universitaire, une grande suspicion. On souhaiterait que ça puisse marcher. Mais vraiment, nous sommes très perplexes et nous voyons que toutes les conditions sont réunies pour un nouvel échec. Et cet échec encore, pendant qu'il est piloté de l'extérieur, on vous dit que c'est le choix des Haïtiens. On n'a pas choisi. Et aujourd'hui, Madame Deng, ce qui se pose à nous comme plus grand défi, la question la plus importante pour les Haïtiens, et j'entends dire dans la communauté internationale qu'il faut prendre acte que les gangs représentent aussi une réalité politique. Ils ont la capacité de bloquer le pays. Ils ont la capacité de contribuer à renverser un gouvernement. C'est vrai. Et que pour cette raison, ce sont des acteurs politiques et qu'il faut leur donner une place sur la table de négociation. On oublie une chose, c'est que les gangs que nous connaissons, que nous avons connus en Haïti, ne sont pas à l'image des groupes armés qu'on a connus en Colombie, au Salvador, au Pérou, qui sont animés par un projet politique, qui ont une idéologie. Les gangs ici n'ont pas d'agenda politique, n'ont pas d'agenda ethnique, n'ont pas d'autres revendications que faire de l'argent. Quand ils massacrent, c'est pour faire de l'argent. Et en plus, quelque chose qui est nouveau ici, c'est que les gangs sont devenus le terrain privilégié pour comment pour faire fleurir le trafic de la drogue en Haïti. Pendant qu'Haïti aujourd'hui est un enfer pour les Haïtiens, mais c'est un paradis pour les narcotrafiquants. Pendant qu'on fait des massacres sur Cafoufeuille, que toute la tension de la population, des forces publiques est concentrée sur Cafoufeuille, et puis ailleurs, tranquillement, ben, il y a les flux de transactions, de trafic de drogue qui se font en toute tranquillité. Et Haïti est devenu le point de passage privilégié de la drogue pour les États-Unis. C'est pas bien de faire ça, un petit pays comme ça. C'est pas bien. Dans une autre interview réalisée avec Camille Chalmers, monsieur l'économiste haïtien, il m'a dit qu'il est à 12% ou bien combien de pourcents. Donc, c'est-à-dire l'île de Haïti est la plaque tournante très importante, même principale pour le transit de drogue vers les États-Unis. Et aussi, il y a aussi les armes utilisées par les gangs armés. Et la principale source des armes utilisées par ces gangs armés sont d'origine des États-Unis. Donc, on ne voit pas comment ça s'organise. Donc, c'est toujours sous la table, je crois. Bon, voilà pourquoi c'est le problème d'Haïti maintenant n'est pas un problème seulement d'Haïti, c'est un problème de la communauté internationale qui doit montrer la lucidité et le courage pour l'aborder dans toutes ses dimensions. Haïti, aujourd'hui, est au cœur de la grande criminalité transnationale. La situation des gangs dépasse celle d'un gang ordinaire comme ceux de Chicago. Non, ce n'est pas la marginalité sociale qui a nourri le développement des gangs. Les gangs sont une pièce importante dans le dispositif international de la grande criminalité transnationale, et notamment avec les armes et la drogue comme étant les deux produits les plus importants. Mais ces deux produits-là, à qui profitent-ils le plus? Les États-Unis, qui sont les plus grands fabricants d'armes, exportateurs d'armes, qui sont aussi les plus grands consommateurs de la drogue. Voilà pourquoi je dis, ben, peut-être il faut qu'il y ait une grande coalition mondiale pour aider les États-Unis, parce qu'ils doivent aussi souffrir. La drogue qui va aux États-Unis, je ne sais pas si vous devez rendre compte, quels dégâts cette drogue fait sur la jeunesse, sur les jeunes, sur les pauvres. Il y a un moment où ce pays doit accepter un sursaut pour dire, mais nous devons protéger nos enfants, nous devons protéger notre jeunesse. Et que toute cette drogue-là qui vient enrichir, c'est vrai, c'est des milliards de dollars par jour, mais c'est au détriment de notre jeunesse, c'est au détriment des assises fondamentales de notre propre société et même de notre avenir. Voilà pourquoi peut-être moi, comme Haïtien, j'appellerai à une grande coalition mondiale, d'abord pour aider les États-Unis à faire face à ce fléau, à lutter contre ce fléau chez lui. Parce que si vous coupez le marché de la drogue, si vous arrivez à contrôler le niveau de consommation de la drogue aux États-Unis, ben, tous les marchés en amont vont s'effriter, vont disparaître. Il n'y aura plus de producteurs, il n'y aura plus de commerçants. Donc, il faut attaquer le problème en aval
Là, on sait que dans l'économie mondiale, c'est le marché qui est le moteur de l'économie. C'est le marché qui dirige la production. C'est le marché qui donne le signal de ce qu'il faut produire, de ce qu'il faut commercialiser. Donc, allons prendre le problème. C'est pour ça que j'ai dit, moi, j'inviterais les Haïtiens, les autorités haïtiennes, à avoir une nouvelle dynamique d'échange, de collaboration avec les États-Unis comme un partenaire privilégié avec lequel il faut s'asseoir pour qu'ensemble, on puisse dire, ce n'est pas les gangs, ce n'est pas une affaire haïtienne. C'est un outil central, une pièce centrale dans un dispositif international où la criminalité est au cœur des enjeux. Et ça, on ne peut pas le régler seul. Et les États-Unis disposent de la technologie, du savoir-faire, de l'intelligence, des ressources matérielles, financières, logistiques suffisantes pour faire ça. Et simplement qu'ils ne sont pas encore mûrs pour ce choix politique. Cette mutation-là qu'on attend. Et c'est pour ça que je dis maintenant, nous sommes à un carrefour où nous devons décider que on ne peut pas accepter qu'Haïti soit livré aux gangs maintenant de manière institutionnelle, en les mettant au bord de la table. Et dernière question, qu'est-ce que ça signifie Quisqueya dans votre langue locale? OK, alors qu'est-ce qu'il y a? C'est un terme taïno. Vous savez qu'Haïti, avant d'être occupé par l'Occident, avant que nous-mêmes Africains soient déportés de l'Afrique de l'Ici, était une nation occupée par des Indiens. Okay, c'était les Taïnos. Dans le langage taïno, qu'est-ce qu'il veut dire terre de montagne. La configuration d'Haïti, c'est un peu ça. Alors, il y avait un jour un capitaine britannique qui a dit qu'Haïti, pour se libérer, s'est battu contre les Anglais, on s'est battu contre les Espagnols, on s'est battu contre les Français. Et c'est une histoire merveilleuse qu'un jour, j'aimerais bien voir raconter dans un film chinois, sous la forme d'un. Vous faites de beaux films merveilleux, etc. Un jour, l'Occident a peur de l'histoire d'Haïti parce que Haïti a montré les limites de l'Occident. Haïti est le pays qui a mis fin à l'esclavage, qui était l'ordre mondial dominant dans l'Occident. C'est à travers l'esclavage que l'Occident s'est enrichi, que tout le capital financier occidental s'est bâti à travers l'esclavage et la traite des Noirs. Bon, Haïti est le pays qui a mis fin à ça. Donc, on a créé une sorte d'onde de choc dans l'Occident quand on est devenu indépendant, comme seul pays d'esclaves à avoir pris son indépendance, et ensuite avoir voulu aider l'Amérique latine à faire pareil. Donc Haïti est un mauvais garnement. Nous sommes un mauvais exemple pour l'Occident. Par conséquent, nous sommes tenus sous le regard vigilant de l'Occident qui ne sait pas encore ce que ce petit animal va faire comme dégâts. D'accord. OK, merci pour ce petit cours d'histoire sur Haïti, parce que je sais que vous êtes parmi les premiers pays qui ont obtenu l'indépendance et la fin de l'esclavage depuis 1804, c'est ça, hein? Donc, vous avez déjà plus de 200 ans d'indépendance et de fin d'esclavage. C'est vraiment une histoire qui mérite d'être relatée de génération à génération, à un plus grand niveau. C'est vrai. OK, je vous remercie, monsieur le recteur. Je vous laisse travailler avec d'autres ateliers et faire fonctionner votre campus malgré le mauvais temps.